La résistance des matériaux est une science de dimensionnement qui permet de concevoir et dimensionner une pièce en génie mécanique ou bien une structure en génie civil dont la conception doit réunir les meilleures conditions de sécurité, d'esthétique et d'économie. Généralement, on distingue entre plusieurs types de sollicitations, à savoir traction, compression, cisaillement, torsion et flexion. Alors, première sollicitation, traction et compression. Une poutre est sollicitée en traction simple ou en compression lorsqu'elle est soumise à deux forces axiales directement opposées, appliquées au centre des surfaces extrêmes qui tendent à l'allonger ou bien à la raccourcir. Lorsqu'on applique une traction, on aura un allongement positif et lorsqu'on applique une compression, on aura un raccourcissement négatif. Deuxième sollicitation, flexion simple. Une poutre est sollicitée en flexion simple lorsque toutes les forces appliquées à la poutre, que ce soit les forces à distance ou les forces élémentaires de liaison, sont perpendiculaires à la ligne moyenne et soit situées dans le plan de symétrie, soit réparties symétriquement par rapport à celui-ci, ou concentrées en un point, ou réparties suivant une loi. Troisième sollicitation, torsion. Une poutre est sollicitée par la torsion lorsqu'elle est soumise par deux moments égaux et opposés au niveau des deux extrémités de la poutre. La poutre est supposée à section circulaire constante et de poids négligé. Quatrième sollicitation, cisaillement. Une poutre est sollicitée au cisaillement simple lorsqu'elle est soumise à deux forces directement opposées, perpendiculaires à la ligne moyenne et qui tendent à la cisailler. Chapitre numéro 1. Définition et hypothèse de la résistance des matériaux. La résistance des matériaux, souvent désignée par RDM, examine comment les matériaux réagissent aux charges externes en termes de déformation et de contraintes. Elle permet de déterminer la capacité d'un matériau à supporter les forces appliquées tout en maintenant son intégrité structurale. Donc la RDM est cruciale pour assurer la sécurité et la durabilité des structures telles que les bâtiments, les ponts, les véhicules et les machines. Elle aide les ingénieurs à choisir les matériaux appropriés et à concevoir des structures capables de résister aux conditions d'utilisation prévues. Donc la résistance des matériaux permet de concevoir une pièce en génie mécanique ou bien un ouvrage d'art en génie civil dont la conception doit réunir les meilleures conditions de sécurité, d'économie et d'esthétique. Selon le type de liaison dans une structure, nous connaissons le nombre d'inconnus et en fonction de dernier, nous aurons plusieurs types de structures. Structure hypostatique, c'est une structure dans laquelle le nombre d'inconnus est inférieur au nombre des équations de la statique. Structure isostatique, le nombre d'inconnus est égal au nombre d'équations de la statique. Et structure hyperstatique, le nombre d'inconnus est supérieur au nombre des équations de la statique. Alors, le degré hyperstatique de la structure est égal à le nombre des inconnus moins le nombre des équations. Deux grands types de problèmes. Problème numéro 1, trouver les dimensions à donner au corps pour que les efforts internes ou les déformations ne dépassent pas une limite fixée d'avance. Donc la RDM est un problème de dimensionnement. Deuxième problème rencontré, trouver les efforts intérieurs ou les déformations résultant de l'application de ces forces extérieures et vérifier que ces efforts sont bien inférieurs à une limite fixée d'avance. Donc la RDM est un problème de vérification. Les objectifs principaux de la RDM sont premièrement analyser la déformation des structures. L'un des objectifs principaux de la RDM est de comprendre comment les structures se déforment sous l'action de différentes forces. Cela
comprend l'étude des déformations élastiques, c'est-à-dire réversibles, et plastiques permanentes. Deuxième objectif, calculer les contraintes internes. Il est essentiel de déterminer les contraintes internes dans les matériaux pour éviter les défaillances. Cela inclut les contraintes normales de traction et compression et les contraintes de cisaillement. Prévenir les défaillances. En comprenant les limites de résistance des matériaux, les ingénieurs peuvent concevoir des structures qui ne se rompent pas ou ne se déforment pas d'une manière inacceptable sur les charges prévues. Optimiser les matériaux et les conceptions. La RDM aide à sélectionner les matériaux les plus appropriés et à optimiser les conceptions pour utiliser les ressources de manière efficace, tout en assurant bien sûr la sécurité et la performance. Et finalement, étudier les effets des charges dynamiques. En plus des charges statiques, la résistance des matériaux analyse les effets des charges dynamiques telles que les vibrations et les impacts sur les matériaux et les structures. Alors, la résistance des matériaux est une discipline essentielle en ingénierie permettant d'assurer la sécurité et l'efficacité des structures. En étudiant la déformation et la contrainte, en prévenant les défaillances et en optimisant les conceptions, les ingénieurs peuvent créer des structures fiables et durables. Les concepts clés de la RDM, illustrés par des schémas, offrent une compréhension approfondie du comportement des matériaux sous diverses charges. Voilà quelques exemples de structures en génie civil. Ce pont a été vérifié en résistance des matériaux pour plusieurs raisons. Premièrement, pour assurer sa résistance sous son propre poids et celui du véhicule, pour assurer sa résistance en cas de forte tempête et pour assurer sa résistance contre les interactions fluides-structures. Deuxième exemple, cette bouteille a été vérifiée en résistance des matériaux pour assurer sa résistance lorsqu'elle est pleine et pour assurer une résistance minimale en cas de chute. Et troisièmement, pour minimiser l'épaisseur de la bouteille pour faire des économies sur la matière première. La même chose pour le matériel d'escalade et de sécurité en général. Les matériaux sont testés et vérifiés dans toutes les configurations avant toute utilisation. La résistance des matériaux est une branche fondamentale de l'ingénierie qui étudie la capacité des matériaux à résister aux forces et aux contraintes appliquées sans se déformer de manière permanente ou se rompre. Cette discipline est essentielle pour concevoir des structures sûres et efficaces dans divers domaines tels que le génie civil, le génie mécanique, l'aéronautique, etc. Les résultats établis dans la suite de ce cours sont valables avec une bonne approximation pour des solides ayant la forme de poutre. Alors la ligne moyenne, ou bien la fibre neutre, est le lieu des centres de gravité ou centres de surface ou barycentre de plusieurs sections S1, S2, S3, etc. Les sections droites sont des sections planes et perpendiculaires à la ligne moyenne de la poutre. Parmi les hypothèses simplificatrices de la RDM, la longueur de la poutre doit être supérieure à 4 ou 5 D avec D représente le diamètre de la pièce. Alors, cette figure représente quelques poutres qui respectent l'hypothèse de symétrie. Par exemple, IPN, poterie normalisée de type I, européenne de type I, de type U, rectangulaire, circulaire, de forme T, etc. La deuxième figure représente quelques poutres qui ne respectent pas l'hypothèse de symétrie. Donc, parmi les hypothèses simplificatrices de la RDM, l'hypothèse de symétrie. Voilà quelques exemples de profilés utilisés surtout en charpente métallique de type rectangulaire, T, I, ainsi de suite. On suppose aussi que le matériau soit homogène, isotrope, continu. On admet
que les matériaux ont en un même point les mêmes propriétés mécaniques dans toutes les directions. Donc, un matériau isotrope, c'est un matériau qui possède les mêmes caractéristiques mécaniques dans toutes les directions. Matériaux homogènes, on admet que les matériaux ont les mêmes propriétés mécaniques en tout point. Et continu, on admet que les matériaux ne possèdent pas de fissures, pas de creux. La distance entre les particules est très petite. Hypothèse suivante, hypothèse de Navier-Bernoulli. Les sections droites restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne avant et après déformation. Hypothèse de Barré de Saint-Venant. L'état des sollicitations dans une région suffisamment éloignée des points d'application des charges extérieures appliquées à la poutre ne dépend que des torseurs associés à ces charges. Alors, les résultats obtenus en RDM ne s'appliquent qu'à une distance suffisamment éloignée de la région d'application des efforts concentrés en un point. Hypothèse de petite perturbation. L'hypothèse des petites déformations est la combinaison de deux hypothèses fortes, petite déformation et petit déplacement. L'hypothèse des petites déformations signifie que les déformations relatives de la structure vis-à-vis de ses dimensions sont très petites. Dans la pratique, il est considéré que l'hypothèse des petites déformations est vérifiée si ces dernières restent inférieures à 0,2%. Donc les déformations restent faibles comparativement aux dimensions de la poutre. Pour dimensionner une poutre selon la RDM, on suit l'organigramme suivant. Principe fondamental de la statique, la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments est égale à 0 pour déterminer les efforts intérieurs dans la poutre, ou bien le torseur de cohésion qui représente généralement l'effort normal N de traction ou de compression, T l'effort tranchant, MT le moment de la torsion et MF le moment de flexion. Détermination des contraintes en tout point, sigma et taux, sigma contrainte normale et taux contrainte tangentielle. Déformation en tout point epsilon et gamma. Epsilon représente la déformation de traction, compression, flexion et gamma représente la distorsion ou bien la déformation en cisaillement et torsion, en adoptant des coefficients de sécurité pour aboutir au dimensionnement de la poutre. Chaque structure est reliée au monde extérieur par un certain nombre de liaisons, à savoir l'appui simple, appui double et encastrement. Généralement, il y a 6 degrés de liberté, 3 translations et 3 rotations. Dans le plan, il reste 3 degrés de liberté, 2 translations plus une rotation. Et chaque degré de liberté, il émet ce qu'on appelle une inconnue de liaison, ou bien une réaction d'appui. Alors, concernant l'appui simple, on a la possibilité d'une translation et la possibilité d'une rotation, c'est-à-dire on a 2 degrés de liberté. Alors, 3 moins 2 est égal à 1, donc il nous reste une seule réaction, R, pour le cas d'un appui simple. Appui pivot ou bien double, vous avez seulement la possibilité d'une rotation, donc 3 moins 1 est égal à 2. Donc deux réactions, Rx et Ry. Un appui encastré, c'est-à-dire 0 déplacement, 0 rotation, 0 degré de liberté, 3 moins 0 est égal à 3, donc 3 inconnues de liaison, Rx, Ry plus un moment d'encastrement. Alors, un appui simple, une seule réaction, Fy. Appui pivot, deux réactions, Fy, Fx. Appui encastré, trois inconnues de liaison, Fy, Fx, plus le moment d'encastrement. L'action du tronçon droit sur le tronçon gauche est une action d'encastrement qui se modélise par un torseur d'inter-effort. La réduction de ce torseur au point G centre de la section est appelée torseur des forces de cohésion. Il regroupe l'effort normal, N de traction ou de compression, l'effort tranchant de cisaillement et de flexion, MT le moment de la torsion et le moment fléchissant. Le torseur de cohésion se réduit à N, le reste est égal à 0 pour le cas de la traction, TY, TZ pour le cas de cisaillement, avec TY, TZ représente l'effort tranchant, MT
pour le cas de la torsion avec MT représente le moment de la torsion, MFZ pour le cas de la flexion pure avec MFZ représente le moment fléchissant, ainsi de suite. La loi de comportement représente la contrainte en fonction de déformation. C'est une courbe qui caractérise le matériau. Elle est obtenue à partir d'une expérience de traction effectuée sur une barre de section constante. Alors un effort normal est augmenté progressivement, provoquant l'allongement de la barre jusqu'à la rupture. La courbe ainsi obtenue est la courbe contrainte déformation des matériaux. Donc la partie EA, la partie linéaire, représente la partie élastique. La limite élastique n'est pas atteinte, donc la barre reprend sa forme initiale si l'expérience est interrompue dans cette zone. Dans ce cas, l'élasticité est linéaire. La pente de cette droite représente ce qu'on appelle le module d'élasticité longitudinale ou bien le module de Young. Physiquement, il représente la rigidité du matériau. Il représente le rapport entre contrainte sigma et déformation epsilon dans la zone élastique. La relation entre la contrainte et la déformation dans la zone élastique est donnée par la loi de Hooke. Sigma est égal à epsilon fois E. Alors, la partie A, D représente la partie plastique. La limite élastique est dépassée, donc si l'expérience est interrompue, la barre ne reprend pas sa forme initiale. Le chemin de décharge est de manière simplifiée parallèle à la droite linéaire EA. Lorsque l'effort appliqué s'annule, il persiste une déformation résiduelle qui ne disparaît plus.